De quoi je me mail, François Sorel, 01net TV. Et donc un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous à la fois sur RMC, dorénavant votre rendez-vous de la tech le dimanche entre 6h et 7h. Merci d'être là. Et puis vous le savez, De quoi je mêle, c'est aussi et c'est surtout un podcast disponible donc dès le vendredi sur rmc.fr, donc la version audio, et sur 01nettv.com et sur la chaîne YouTube de 01net TV aussi le vendredi. Si vous voulez avoir de la vidéo avec, en tout cas, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'être là et bienvenue. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, Victor Jakimovic viendra avec les nouveautés casques audio de la rentrée, avec, vous allez voir, des marques pas forcément très connues, mais que Victor apprécie. C'est toujours intéressant d'avoir son expertise. Et puis je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, le hashtag DQJMM comme De quoi je me mêle, et puis la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mail, François Sorel, 01net TV. Et pour débuter donc ce De quoi je me mêle, le club de la presse IT, avec, écoutez, là encore une fois, deux valeurs sûres ce week-end. Jean-Sébastien Zanqui, bien sûr. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François et bonjour à tous. Journaliste à 01net.com, et juste en face de lui, c'est Christopher Simedelli. Bonjour Christopher. Salut François, bonjour à tous. Le directeur de la rédaction de 01net.com. On va donc réagir sur l'actualité de la semaine dans le monde de la tech, et on va commencer par ce vieux serpent de mer, Jean-Sébastien Zanqui, qui revient. C'est l'éventuelle dangerosité des ondes des téléphones portables. Depuis tout petit, on entend ce discours. Alors, il évolue très faiblement, mais il évolue un petit peu. Il évolue un petit peu, tout à fait, tu as raison. En fait, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui a mené une étude vraiment d'envergure. Et en fait, l'ANSES, donc, finalement, dans ses conclusions, conseille la prudence, mais aussi une action de la part des constructeurs. C'est-à-dire que avant 2016, donc le DAS, qui est le débit d'absorption spécifique, qui mesure justement l'émission des téléphones portables. Voilà, qui est obligé, qui est indiqué en fait sur tous les téléphones aujourd'hui. Voilà, c'est exactement ça. Et même sur les prospectus des opérateurs, vous avez le DAS c'est une mention légale obligatoire. Il devait être donc ce DAS de moins de 2 watts par kilo et mesuré à une distance comprise entre 0 et 25 mm du corps ou de la tête. En fait, depuis 2016, ces mesures ont un petit peu changé puisque le DAS doit être maintenant mesuré à moins de 5 mm du corps et de la tête. Donc beaucoup plus proche. Parce qu'en général, on a le téléphone collé à l'oreille. Exactement, ou on le transporte dans la poche de sa veste ou la poche de son jean, par exemple. Et donc, l'Agence nationale des fréquences, la NFR, s'est rendu compte que certains modèles certifiés donc avant 2016 pouvaient dépasser les 7 watts par kilo quand ils étaient au contact du corps. Donc, c'est vraiment beaucoup plus que les 2 watts légaux. La NFR donc, a demandé à l'ANSES d'étudier les conséquences de ce DAS qui est très élevé. Et donc, l'ANSES a passé en revue toute la littérature scientifique sur ces mesures, mais aussi ses propres études. Et en fait, il en résulte, dans l'état actuel des connaissances, que ce DAS élevé n'a pas vraiment d'effet sur le corps. C'est-à-dire, l'ANSES note qu'il y a effectivement des effets biologiques au niveau cérébral, au-dessus de 2 watts par kilo, mais pour autant, il n'y a pas d'effet pour la santé, car on ne dépasse pas les capacités d'adaptation de l'organisme. Ça, c'est ce que m'a raconté Olivier Merkel, qui est le chef de l'unité d'évaluation des risques physiques à l'ANSES. Donc, c'est un peu le spécialiste. Voilà, il est vraiment hyper calé là-dessus. Lui, on peut l'écouter. Donc, encore une fois, il y a des effets biologiques, mais le corps peut s'adapter à ces effets biologiques. J'aimerais bien savoir comment il téléphone, lui, le monsieur. Voilà, alors il m'a dit, le conseil, c'est par principe de précaution. Non, voilà. D'ailleurs, tu l'as pas du tout eu au téléphone, vous avez échangé par courrier. C'est pas dangereux, moi j'ai un téléphone à fil. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai un double appel sur mon téléphone. Mais donc, il m'a dit, par principe de précaution, en fait, l'ANSES recommande de ne pas porter les téléphones sur soi dans une poche. Et puis, quand on téléphone, utiliser plutôt le haut-parleur ou un kit main libre et garder le téléphone à la main. Et effectivement, ne pas l'avoir forcément dans une poche. Ouais, mais c'est pas facile ça. Enfin, on a tous. Moi, je sais que mon téléphone est toujours dans la poche arrière de mon jean. Oui, moi aussi. C'est clair que c'est un petit peu compliqué. Et puis aussi, l'ANSES demande à certains constructeurs de faire des mises à jour, par exemple, de certains téléphones pour faire baisser le DAS. C'est quelque chose qui est déjà arrivé chez Wiko, chez Dotmark. Et puis, dernier conseil, c'est de justement modifier les mesures de certification du DAS pour qu'il soit désormais fait au contact du corps, beaucoup plus près du corps qu'actuellement. Voilà, donc rien de...
on va dire, grave, hein, Non. rien de rien d'alarmiste, mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, voilà, c'est un principe de précaution qui s'applique en disant peut-être qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore, mais on ne peut pas les mesurer pour l'instant, et il n'y a pas vraiment d'action sur le corps humain. Et puis c'est très bien de montrer que les autorités continuent à bien suivre ce sujet, parce que effectivement, même si on n'a relevé rien de dangereux ces dernières semaines, on a remarqué, certains constructeurs ont été pointés du doigt pour des différences entre le DAS tel qu'il était déclaré et tel qu'il est effectivement mesuré. Donc ça garde une certaine tension auprès des constructeurs et qui doivent se montrer plus que vigilants quand même. Et d'ailleurs, certains téléphones chinois étaient au-delà en fait, des normes, etc. C'était d'ailleurs un des problèmes des mesures qui étaient avant 2016, c'est-à-dire c'était compris entre 0 et 25 mm. Globalement, les téléphones étaient mesurés à 15, mais dès qu'on les avait dans une poche, le DAS explosait. Et bien sûr, puisque là, il était collé à l'organisme. Exactement. Donc voilà, c'est clair. On reste dans les réseaux mobiles avec, comme régulièrement, la qualité des réseaux mobiles qui est mesurée, vous le savez, très souvent par une institution qui s'appelle l'ARCEP, c'est ça, voilà. Et donc, on a les résultats et le palmarès des meilleurs opérateurs mobiles du moment. Exactement, le palmarès annuel donc, de l'autorité de régulation des communications électroniques. Elle a rendu public son enquête sur la qualité de service de ces réseaux mobiles. Donc. Et si on veut résumer rapidement les choses, on pourrait dire qu'Orange en fait, arrive en tête et que Free est bon dernier. C'est quelque chose qui change en général pas trop d'une année sur l'autre. Mais il y a quand même dans les détails quelques nuances. Quelques petites subtilités. D'abord, il y a une bonne nouvelle, c'est que le débit moyen de la 4G en France, il est passé de 30 mégabits par seconde en 2018 à 45 mégabits cette année. Donc un progrès vraiment assez impressionnant. Ça commence à être correct. On a 45 mégas en moyenne. En moyenne, sur tout le territoire. Voilà, tout à fait. Il y a des endroits où on va avoir moins et puis d'autres endroits où on a beaucoup plus. C'est exactement ça. Dans les agglomérations, les 15 agglomérations les plus grandes en France, on obtient un débit de 65 mégabits. Dans celles de moins de 400 000 habitants, on a un débit de 46 mégabits. Et dans celles de moins de 10 000 habitants, le débit est de 25 mégabits. Donc on voit bien que plus la ville est petite, plus le débit est en général faible. Après, on peut répartir les 4 opérateurs en 3 groupes distincts, c'est-à-dire Orange est seul en tête, en fait, en général, sur tous les cas de figure. Ensuite, il y a le duo SFR Bouygues qui est vraiment pas loin derrière, et puis Free qui est très loin derrière les 3. Et puis ensuite, il y a aussi des mesures sur les déplacements, c'est-à-dire quand on est dans les transports ou sur autoroute. C'est une mesure intéressante parce qu'il faut savoir que les opérateurs investissent beaucoup d'argent pour couvrir par exemple les voies ferrées, les autoroutes, etc. Oui, tout à fait, c'est très important. Il y a des investissements importants qui sont faits là-dessus, comme tu dis. Ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. On a un accident sur une nationale, vaut mieux qu'on ait du réseau. Tout à fait. Et dans ce cas de figure, donc en voiture, par exemple sur autoroute, Orange, Bouygues, SFR sont vraiment au coude à coude, et Free, et encore une fois, est vraiment dépassé. Il est vraiment derrière tous les autres. Et puis, même s'il bénéficie de l'itinérance Orange, attention, toujours. Donc en fait, il y a toujours du réseau chez Free, mais vous pouvez son propre réseau. Mais vous basculez si vous n'avez pas ne captez pas le réseau Free. Et dans le TGV, par exemple, autre cas de figure, là c'est SFR qui arrive devant tout le monde avec 87% par exemple des pages web qui se chargent en moins de 10 secondes. Et de la même manière, Free là est aussi à la peine avec seulement 40% de ces pages web qui se chargent en moins de 10 secondes. Donc Orange vainqueur, le duo Bouygues SFR en deuxième position et Free très loin derrière tout le monde. Voilà, donc ça ne bouge pas. Non, ça bouge en général assez peu d'une année sur l'autre. On voit que les investissements restent. Rappelons que les 3 opérateurs principaux, Orange, SFR et Bouygues, couvrent à peu près 99% de la population. Ça commence à faire du monde. Attention, c'est la population, c'est pas le territoire. Oui, tout à fait. C'est pas la même chose. Un petit mot aussi sur la 5G, parce que là, c'est beaucoup une grosse couverture 4G. Et on parle beaucoup, attendez, de la 5G, des débits beaucoup plus élevés que ceux de la 5G, alors que ce ne sera pas forcément le cas. On aura une amélioration des débits, certes, avec la 5G, mais l'avantage de la 5G, c'est qu'on aura une couverture beaucoup plus large et beaucoup plus étendue que ce que permet aujourd'hui de faire la 4G. Donc justement, la 5G devrait permettre aussi d'apporter du haut débit dans des zones un peu plus éloignées, des zones rurales notamment, pour diminuer cette fracture numérique. Donc, ça dépendra surtout, je pense, des fréquences, des ondes millimétriques, parce qu'en fait, vous avez la 5G, en fait, peut vous avoir une très courte portée, très très gros débits qui peuvent dépasser plusieurs gigabits. Et puis effectivement, comme tu le disais, Chris, on peut avoir aussi donc des fréquences
fréquences beaucoup plus hautes, qui portent beaucoup plus loin, mais avec des débits qui sont quand même plus importants que ceux de la 4G. Et le lancement commercial pour les opérateurs, ce sera l'année prochaine, on est d'accord. Mi-2020, avant tout dans les grandes villes, comme d'habitude. Bien sûr. Un petit mot aussi sur le réseau Edge. Vous vous rappelez du Edge, qui était un peu l'un des premiers réseaux qui permettait vraiment d'aller sur Internet. Qui existe beaucoup encore dans le métro. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils mettent des antennes Edge dans le métro. Vous n'avez pas remarqué? Oui, je pense qu'ils étendent. Il faut absolument du Edge. On va vraiment s'attaquer à ce sujet, mais moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien derrière le Edge en fait aujourd'hui. On se connecte en Edge, mais ça sert à rien. Mais c'est comme si on n'avait pas Internet. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors qu'à l'époque, je me rappelle qu'en Edge, on pouvait envoyer des mails, on pouvait charger un petit peu de pages web. Ça montre justement un petit peu comment le web aussi a évolué, parce que si on n'arrive plus à charger des pages en Edge, ça veut aussi dire que les pages sont plus lourdes. Il y a ça, plus le fait, à mon avis, qu'ils ont aussi attribué une partie des fréquences Edge à d'autres typologies de réseaux pour soutenir la 4G. Et je pense qu'il n'y a plus grand-chose. Non. Il y a beaucoup de bandes passantes derrière le Edge. Cela dit, moi je me moquais avec le métro, mais petit à petit la 4G arrive dans le métro parisien en tout cas, et dans certaines grandes villes de France. Je ne sais pas si vous êtes allé aussi à Londres récemment, mais en Eurostar, c'est quand même incroyable, il y a de la 4G dans le tunnel. Bien sûr. Ça, depuis très longtemps d'ailleurs. Ça fait quelques années. Et je crois que les opérateurs se partagent en fait. Il y a à l'aller, c'est Orange ou SFR, et de l'autre côté, c'est Orange ou SFR. En fait, ils sont partagés les trajets, les deux tunnels. Exactement. On enchaîne maintenant. Alors, c'est pas une news vraiment très tech, mais qui va vous intéresser si vous êtes un utilisateur de trottinette. Et comme autour de cette table, j'imagine qu'il y en a au moins deux. Pas moi, mais peut-être au moins deux. Je sais pas. Non, Jean-Sébastien. C'est plutôt des vélos partagés. C'est plutôt des vélos partagés. Je l'ai été. Tu l'as été, Chris. Donc voilà. Mais on va parler malgré tout des trottinettes, puisque l'utilisation des trottinettes électriques maintenant est beaucoup plus légiférée. Oui, tout à fait. On a envie de dire enfin, parce que ça a été quand même une sacrée pagaille dans les grandes villes avec des trottinettes. On s'en souvient, garées partout, qui roulaient n'importe où. Moi, j'ai vu un scooter sur le trottoir tout à l'heure, en venant ici à la radio, et le mec était à 30 km/h sur le trottoir, mais sans aucun problème. T'es ça sûr me dérangeait pas à la route? C'est pas toi qui étais sur le... non, ça je peux te garantir, non, parce que le mec jonglait entre les poubelles, si tu veux. Donc voilà, c'était. Alors normalement, ça devrait plus arriver ce genre de choses avec les trottinettes, puisqu'il y a eu un décret qui a été publié ce 25 octobre au Journal officiel et qui encadre enfin l'usage de ces trottinettes électriques. Le texte entre en vigueur à partir de ce samedi 26 octobre en partie, et l'autre partie sera en vigueur le 1er juillet 2020. En fait, les engins maintenant ne peuvent plus transporter qu'un seul conducteur. Quand vous voyez des gens avec plusieurs personnes sur les trottinettes, ça c'est vraiment interdit. Et ensuite... Alors, vous en avez vu combien? Moi j'en ai vu, mon record c'était 3 quand même, sur la même trottinette à Marseille. Moi aussi j'ai fait alors c'était 3 enfants, on va dire, c'était pas 3 gros colosses, d'accord, mais ils étaient 3 sur la trottinette, et ils avaient du mal. C'est un autre phénomène, les personnes en trottinette qui transportent d'autres trottinettes. Ah oui, tout à fait. Alors ça, souvent, c'est ingénieux. C'est les juiceurs. Les juiceurs, c'est les personnes qui rechargent la nuit des trottinettes. Exactement. Parce qu'il faut bien les recharger au bout d'un moment. Et oui, forcément. Donc maintenant, voilà, on ne peut être que seul. On ne peut être qu'un sur la trottinette. Il n'en restera qu'un. Et donc, ça veut dire que les forces de l'ordre peuvent nous verbaliser si on est 2 sur la trottinette? Oui, tout à fait. Donc, on peut être un seul, et ensuite, il faut avoir plus de 12 ans. C'est-à-dire que vraiment, si on est gamin, ça, c'est fini. Ensuite, il est interdit de pousser ou de tracter une charge, ou alors de se faire remorquer par un autre véhicule. Ça aussi, c'est complètement interdit. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai envie d'aller très très vite avec ma trottinette, je peux pas m'accrocher à une autre voiture. Non, vaut mieux pas. Non, c'est clair. Pour la trottinette, je suis pas sûr qu'elle tienne. Franchement, bien sûr. Et autre chose aussi, il y a certaines trottinettes qui dépassent les 25 km/h. Ça, maintenant, c'est vraiment complètement interdit. C'est-à-dire qu'on s'expose à une amende de 1 500 € ou alors 3 000 € en cas de récidive. C'est-à-dire 25 km/h, mais pas plus. Oui, parce qu'on peut booster très facilement. Bien sûr. Ça, des trottinettes qui vont jusqu'à 50 km/h. Ça existe. En fait, ce genre de trottinette, il faut qu'elle soit homologuée, donc immatriculée, etc. Donc c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Comme certains vélos, d'ailleurs, vélos électriques qui vont à plus de 25 km/h, ont des plaques d'immatriculation. Tout à fait. Et autre chose, en ville, les trottinettes électriques, donc il faut qu'elles roulent sur les pistes cyclables, si elles existent, ou sinon sur la route. Jamais sur le trottoir, ça c'est complètement interdit. Et puis elles sont aussi interdites hors agglomération, sauf exception, c'est-à-dire que si vraiment on peut rouler hors agglomération, ça peut arriver sur certaines routes, il faut avoir un casque et un gilet réfléchissant. Donc on voit que enfin c'est encadré, et on espère que ça
mettra un petit peu d'ordre dans tout ça, parce que c'est vrai que quand on est piéton, surtout en ville, c'est compliqué. Oui, mais c'est compliqué pour tout le monde, même pour les automobilistes, parce que vous voyez des trottinettes qui font n'importe quoi, c'est très dangereux. Oui, clairement. Effectivement. Bon, Christopher, t'as arrêté toi, la trottinette? Oui, moi j'ai arrêté. Après, je trouvais que c'était un moyen de locomotion qui était plutôt sympa. Surtout quand il fait beau, quand on n'a pas beaucoup de trajets à faire, c'est très agréable. Voilà, pour les trajets courts ou bien pour commuter entre le RER et un autre moyen de transport, c'est pas mal. Après, c'est vrai que c'est quand même très dangereux. Les roues sont petites pour passer les trottoirs. C'est pour ça que je préfère prendre un vélo, un Vélib ou un jump ou quelque chose comme ça. Dans les grandes villes où il y a beaucoup de pavés aussi, c'est vite infernal. Et mais je suis en scoot, c'est pas beaucoup moins dangereux. Mais... Allez, on enchaîne avec Libra maintenant. Vous le savez, c'est le projet de monnaie donc de Facebook, porté par Mark Zuckerberg et par quelques aussi grandes institutions, même s'il y en a de moins en moins. Cela dit, Mark Zuckerberg a été passé au grill cette semaine. Complètement, par la commission des finances du Congrès américain à Washington. Je ne sais pas si vous avez vu j'ai vu des extraits de cette vidéo, mais c'était le pauvre Mark Zuckerberg. Franchement, il s'en est pris plein la figure. C'était il cherche un peu, avec tous les déboires de Facebook de lancer une monnaie. Je ne sais pas si ce soit les le bon sénateurs qui étaient là, qui l'ont, mais pour certains qui l'insultaient. C'était terrifiant. Et le pauvre, il était là, comme ça, on aurait dit un mauvais élève dans un coin, en train de s'en prendre plein la figure. Il y avait un peu de ça. En plus, il cumule, parce que ça fait plusieurs fois qu'il passe devant les commissions, devant le Congrès, et puis à chaque fois, c'est un peu la même chose. Mais là, c'était vraiment le sujet, c'était vraiment le Libra, c'était pas les confidentialités, les fuites de données, etc. Il s'en est pris quand même. Il s'en est pris quand même pas mal là-dessus. C'est ça, tout à fait. Et donc, il devait répondre à toutes les questions sur cette crypto-monnaie. Alors, c'est compliqué. Là, on sait que la période est compliquée pour Mark Zuckerberg parce qu'on en a déjà parlé dans l'émission. Mais le Libra a été déserté par PayPal, par eBay, par Visa, par Mastercard. Voilà, on sent qu'il y a quand même une fuite des partenaires autour de cette monnaie. Par Facebook. Qui est compliquée. Justement, peut-être par Facebook, parce que finalement, il a dit si Facebook empêche le Libra d'éclore, on va dire, Facebook pourrait se retirer de la fondation en fait qui a créé ce Libra. La fondation, elle est calmer un peu les esprits, c'est ça. Exactement. Voilà. Et puis en plus, il met aussi de l'eau dans son vin, c'est-à-dire, il a dit que le Libra pourrait être un système de paiement plutôt qu'une monnaie. Pourquoi pas. Donc on voit qu'il commence à changer tout ça. Pour lui, si ça devient un système de paiement, ça pourrait permettre de faire baisser les coûts du transfert d'argent et de faciliter l'accès aux services financiers à des personnes qui ne peuvent pas forcément y accéder parce qu'elles sont parfois interdites bancaires ou des choses comme ça. Et surtout dans les pays émergents. Aussi, où il n'y a pas forcément de système bancaire. Donc on voit que c'est un projet mené par Facebook, mais si ça se fait sans Facebook, ça serait quand même un espèce d'échec massif, déjà que c'est mal parti. Et ça change tout, parce que si c'est un système juste de paiement ou de transfert d'argent, il faut que ce système repose sur une monnaie souveraine. Tout à fait. A priori, ce serait le dollar. Donc ce qui rassurerait les autorités américaines, mais qui inquiéterait d'autres partenaires qui sont montrés intéressés par le Libra, qui justement ne voulaient pas passer par cette satanée monnaie qui régit un peu tous les flux financiers mondiaux, qui est le dollar. Donc d'un énorme projet planétaire, etc., ça devient quand même quelque chose de tout petit et pas si innovant que ça. Donc, si c'est pour réinventer un nouveau PayPal, c'est pas forcément incroyable comme innovation, quoi. On voit que ça devient compliqué pour Mark Zuckerberg. Exactement. Tous les partenaires sont partis parce qu'il y a les gouvernements qui sont pas très chauds justement à la création de cette monnaie et qui commencent à menacer ses partenaires en disant on va enquêter sur vous, donc faites attention. On en parlait la semaine dernière. Et finalement, la monnaie alternative un peu indépendante, elle existe déjà, c'est le Bitcoin en fait. Donc on comprend pas trop comment qu'est-ce que le Libra la Libra d'ailleurs, je sais plus comment. Alors ça, il y a deux écoles. Voilà, qu'est-ce que la monnaie Libra. Voilà. Ça c'est tranché, c'est le. Qu'est-ce que ça va apporter par rapport au Bitcoin. Par contre, si vous avez de la famille qui dit la Wi-Fi, vous ne leur adressez plus la parole. C'est terminé là. Vous leur coupez le Wi-Fi, comme ça au moins ça leur apprendra. Il y a des centres de rééducation. Oui, des centres de rééducation. D'ailleurs, ils sont très durs. Il y a même des réunions comme ça pour essayer d'expliquer pourquoi on dit la Wi-Fi et non pas le. Tiens, puisqu'on parle de Facebook, vous savez quoi, les amis, je suis en train de tester Portal.
vous savez, le cadre photo de Facebook qui fait assistant vocal avec Alexa et qui vous permet, Facebook évoque avant tout le fait d'avoir une espèce de grosse télé pour faire de la visioconférence. Enfin, quand je dis grosse télé, c'est un écran qui fait 10 pouces, donc qui est quand même assez costaud. Et avec mon camarade Jérôme Colombin, on s'est fait une séance de travail pour tester Portal. Lui chez lui et moi chez moi, tranquillement, voilà. Et alors ça marche bien, hein, le son est très bon. Tu as fait de la visio. J'ai fait de la visio, comme j'aurais pu le faire avec Skype ou avec Google Duo, WhatsApp, etc. C'est ce que je dis. Sauf que vous deviez être super heureux, comme on le voit dans toutes les campagnes Facebook. Là, tous les gens qui utilisent. On était beaucoup plus heureux. Sont on était beaucoup plus heureux. Ah oui, les pubs sont extraordinaires. Non, mais en revanche, le son est très bon, parce qu'il y a vraiment un bon haut-parleur. Et même si on est un peu loin. Oui, il y a un suivi du sujet, c'est ça ? Il y a un suivi qui est très drôle, c'est que vous avez une caméra qui détecte en fait où vous êtes et va faire une petite réalisation. C'est rigolo, c'est-à-dire que quand vous bougez, elle va vous suivre. Lorsque vous êtes assis, par exemple, elle va zoomer sur vous. Enfin, c'est très sympa. Et Google a présenté dans ses nouveaux produits Google Home un système assez similaire. Bien sûr, avec le Nest Hub, je crois. Nest Hub Max ou un truc comme ça. Je m'y fais jamais avec les produits Max Google. Pro plus. C'est un truc comme ça. Non, ça c'est l'11 Pro Max. Ah oui, pardon. C'est l'iPhone. 11 Pro Max S, non ? Ah peut-être. Ça c'est le prochain. Et donc c'est rigolo, mais bon, franchement, qui va acheter un appareil Facebook, quoi ? Je veux dire, en plus ça coûte 200 €. Oui, et puis c'est limité à Messenger et WhatsApp. C'est limité à Messenger et WhatsApp. Voilà, c'est un peu restreint. Bon, voilà, parenthèse refermée. On enchaîne aussi maintenant avec les droits voisins. Là encore, c'est un sujet qu'on évoque régulièrement dans De quoi je me mêle, qui nous touche à nous, éditeurs de contenu. Alors pas trop RMC, mais 01net.com, quoique RMC est disponible aussi, avec rmc.fr. Les éditeurs de presse français vont porter plainte et portent plainte même contre Google. Oui, tout à fait. C'est le syndicat de la presse nationale qui a porté plainte pour abus de position dominante. Le syndicat va également saisir l'autorité de la concurrence. En fait, c'est le président du syndicat, Marc Feuillet, qui l'a annoncé sur France Info le 24 octobre. Les éditeurs en fait reprochent à Google de ne pas du tout respecter les droits voisins et la directive européenne qui a été votée sur les droits voisins. En fait, Google refuse de payer pour utiliser leur contenu, par exemple, comme vous l'utilisez peut-être, au sein de Google News. Du coup, Google a décidé de ne plus afficher les photos ou les extraits des articles pour habiller les titres. Donc, on se retrouve avec des rendus très austères quand vous allez sur Google. Vous voyez seulement le titre, mais il n'y a plus de photos, il n'y a plus d'extraits. Donc, en fait, les éditeurs ont peur que cette mise en avant très limitée fasse baisser le trafic vers leur site. Effectivement, on sait que Google, ça représente 95% des recherches sur le web en France et que c'est un point d'entrée très important via les sites d'information. Donc, on va voir ce que va donner cette plainte. L'instruction risque d'être un petit peu longue, mais on voit que la bataille continue entre Google et les éditeurs suite au vote de cette directive sur les droits voisins. Sujet qui nous touche directement. Oui, bien sûr, c'est un sujet assez complexe parce que et puis délicat aussi. Il y a une dépendance très forte de tous les médias à Google, c'est sûr, ça c'est un fait. On peut pas c'est une part énorme du trafic. Pour autant, il est vrai que le travail des médias en ligne participe aussi beaucoup à l'enrichissement de ce qui est devenu Google aujourd'hui en ligne. Dans la mission de Google qui est de fournir une information de qualité exhaustive sur chacun des sujets à tous ses internautes, eh bien les médias ont un rôle à jouer important parce que on le voit, d'ailleurs ils mettent en avant des articles médias dans tous leurs produits. Que ce soit sur la page d'accueil de Google sur votre mobile, vous lancez Google, il y a des articles de presse qui apparaissent en dessous. Google Actualité, qui est un service très, très largement utilisé par les utilisateurs de Google. Donc les médias contribuent aussi d'une certaine manière à faire de Google ce qu'il est aujourd'hui. Et le Parisien a mené une expérimentation qui était assez intéressante. Ils ont paramétré le moteur de recherche, c'est possible, tout le monde peut le faire, de telle sorte que Google n'affiche aucun résultat de site média, de site de presse. Donc résultat, sur des requêtes comme je sais pas, Macron ou bien la GPA, ils sont tombés à la fois sur des résultats qui étaient pas du tout pertinent. Il y avait plein d'acronymes de boîtes qui s'appellent GPA. Et surtout, beaucoup plus grave, ils sont tombés sur beaucoup de sites de fake news qui ont toute l'apparence d'un site de presse, de site média. Donc
ça ressemble à tous nos sites qui ici, sont avec des articles, des attrapes pubs en fait. Soit des attrapes pubs, soit des sites édités par des lobbies ou des groupes partisans. Donc c'est quand même un grand danger aussi pour l'accès à une information qui soit à la fois plurielle et de qualité, faite par des professionnels des médias. Donc c'est un système assez complexe. Après, rentrer dans une relation commerciale avec Google en tant qu'éditeur, ça peut aussi avoir des conséquences sur d'autres outils que les médias utilisent de Google, comme Google Analytics. YouTube est très, très utilisé par les médias. Demain, Google pourrait dire, OK, maintenant, vous médias, vous payez aussi pour accéder à tous ces services. Donc, c'est un rapport de force qui est beaucoup plus complexe et subtil. On peut quand même critiquer l'attitude de Google qui juste contourne complètement la loi. Après, la loi, elle est ce qu'elle est, elle peut être discutée, négociée, on peut tous se mettre autour d'une table. Là, la façon qu'a eu Google de détourner ce truc-là est quand même assez cavalière, quoi. Très bien. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Évidemment, le Club de la Presse IT, vous le savez, c'est chaque vendredi dans De quoi je me mêle. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Zanqui. Et merci à Christopher Simini, directeur de la rédaction de zeronet.com. Vous restez avec nous, la suite de ce De quoi je me mêle. Dans un instant, Victor Jakimovic et ses casques audio. Il en a plein. On va voir quels sont ceux qu'il préfère. C'est dans un instant, à la fois donc en version audio sur rmc.fr et le dimanche entre 6 et 7 sur RMC dorénavant, et la version vidéo sur 01nettv.com et sur la chaîne YouTube de 01net TV. A tout de suite. De quoi je me mêle, François Sorel, 01net TV.